Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Une première page se tourne sur les côtes de Thaïlande. Les enfants ont pu retrouver la classe aujourd'hui à Phuket. Un seul mot d'ordre pour les Thaïlandais, le retour à la normale. Les autorités invitent ainsi les touristes à ne pas annuler leurs vacances. L'Indonésie n'en est pas encore là, loin s'en faut. À Sumatra, dans les zones les plus dévastées, le temps s'est comme arrêté. Nos envoyés spéciaux n'ont croisé aucun secouriste étranger. Les orphelins très nombreux seraient menacés, d'après l'UNICEF, par le trafic d'enfants. En France, polémique sur les dons face au mouvement de générosité. Médecins sans frontières décide de suspendre sa collecte par honnêteté envers les donateurs. Surprise, les autres associations appellent à maintenir au contraire la mobilisation. L'autre actualité de cette journée est d'abord cette annonce de Jacques Chirac lors de ses vœux, une loi pour assurer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes d'ici 5 ans. Il s'engage aussi à reprendre la baisse de l'impôt sur le revenu en 2006. Après la télé-réalité, voici les premières publicités réalité. Les dernières campagnes anti-tabac font appel non pas à des comédiens, mais à des témoins authentiques filmés jour après jour qui ont arrêté la cigarette ou tentent de le faire. Enfin, la grande année du cinéma en France. Les chiffres ont été publiés aujourd'hui. 196 millions de tickets vendus, le meilleur chiffre depuis 20 ans. Et c'est un film français, Les Choristes, qui a attiré le plus de monde. Pour commencer ce journal qui sera une fois encore largement consacré à l'Asie, ce premier petit rayon de soleil sur le bord de mer thaïlandais, en tout cas un premier signe de convalescence. 9 jours après le tsunami, à Phuket, les recherches sont terminées. Les enfants ont remis leurs uniformes et sont retournés en classe. Sur place, Jacques Cardoz, Alain Locasio. À Phuket, la rentrée des classes était aussi une journée de deuil. Les enfants de Dawin Witaya, littéralement les étoiles du matin, ont écouté le père Papkoum leur demander de contribuer à l'élan de solidarité. Dans ce collège catholique, la journée a donc commencé par un hommage à ceux qui les entouraient hier encore. Minute de silence et évocation de la catastrophe dans chacune des classes. Il y a encore des élèves avec lesquels on ne peut pas communiquer. On ne sait pas s'ils sont en vie ou perdus définitivement. Ce matin, on a appris qu'un enfant du collège était devenu orphelin. Un peu plus loin, à Kamala, les alentours de l'école ressemblent à un champ de ruines. Les logements des professeurs et la crèche n'ont pas résisté à la déferlante. Mais il en faut plus pour décourager, et c'est au son des pelleteuses que les enfants ont repris leurs cahiers. Ce petit garçon a perdu son frère et sa mère nous raconte qu'elle n'a pu sauver que l'un de ses 2 enfants. La deuxième vague lui a été fatale. Des drames qui ont suffisamment ému les étudiants de la région pour qu'ils organisent une collecte de vêtements et de fournitures scolaires. Ce matériel vient de toute la Thaïlande, même du nord du pays. Il y a des cahiers et des vêtements. Nous sommes une vingtaine chargés de cette collecte. C'est nous-mêmes qui l'avons organisée. Sur 370 élèves, 110 seulement étaient présents ce matin. Ceux qui sont là auront encore besoin de temps avant de reprendre le chemin de l'école. La Thaïlande veut aller vite dans sa reconstruction et les écoles n'échappent pas à la règle. Toutes les déclarations du gouvernement vont en ce sens. Il faut dire que Phuket vit essentiellement de l'image qu'elle offre aux touristes. Un seul mot d'ordre effectivement pour les autorités, tourner la page du séisme. On montrait hier l'image étonnante à première vue de ces touristes sur la plage à quelques mètres des gravats. Eh bien pour les hôteliers, ça n'est pas seulement un retour à la normale, c'est une bonne action que de ne pas annuler ses vacances, c'est le terme employé. Chaque touriste fait vivre une famille, disent-ils. Sur place, on retrouve une autre de nos équipes avec Philippe Rochaud et Sylvain Gioub. Les hôtels dominant la mer d'une 50aine de mètres sont devenus des valeurs sûres. Le raz-de-marée n'est pas venu jusque-là. Les plages commencent timidement à accueillir quelques baigneurs, mais la grande majorité des touristes sont partis. Le jet-ski se fait entendre à nouveau, mais les irréductibles peuvent profiter des plages pratiquement désertes. J'ai été la première à nager dans la mer après la vague. Il n'y avait personne ici et je me suis dit, c'est si beau et calme. J'ai la mer pour moi. 3 millions de touristes venaient chaque année sur les plages de Phuket. La fréquentation est en chute libre depuis le 26 décembre. Dans les agences de voyage, comme celle de Jean, qui traitait 150 touristes par jour, on vend surtout des billets pour quitter l'endroit. La Thaïlande, tous les autres endroits de la Thaïlande se sont énormément remplis pour compenser la perte de Phuket. Alors c'est plein partout, sauf à Phuket. Alors les excursions, les autres produits qu'on avait, il n'y a aucune demande. En fait, c'est des billets de Phuket à Bangkok.
Tout le monde affirme que les Thaïs vont très vite reconstruire les infrastructures touristiques touchées par la vague. Ils veulent tourner la page de la catastrophe et rassurer les touristes hésitants. Ils pensent plutôt que tout est détruit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout, que ce soit Patong, que ce soit toute l'île de Phuket. D'après les informations qu'ils reçoivent en Europe, ils sont assez affolés en se disant mais bon, on a choisi les vacances en Thaïlande, mais bon, on ne peut pas se retrouver dans un champ de ruines, quoi. C'est eux, ils annulent pour ça. Le tourisme en Thaïlande a survécu au SRAS, à la grippe aviaire, aux effets de la guerre en Irak. Il survivra, dit-on, au tsunami. Philippe Rochaud qu'on retrouve en direct. Bonsoir Philippe. Les Thaïlandais semblent vraiment décidés à aller de l'avant. Oui, c'est vrai, je crois qu'on peut leur faire confiance pour reconstruire les infrastructures touristiques de leur pays. Par exemple, on sait que cela représente 6% du produit national brut, le tourisme. Alors, il y a 40% des infrastructures de l'île de Phuket qui ont été détruites, mais cela devrait être rapidement reconstruit. En revanche, le coût humain, bien sûr, est énorme, mais n'a aucune comparaison possible avec le coût économique. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant à voir, c'est que tous ces touristes qui se trouvaient à Phuket n'ont pas forcément déserté la Thaïlande, ils se sont repliés sur les autres endroits, notamment le golfe de Thaïlande, et au fond, lorsqu'on regarde le bilan touristique de cette année, on va certainement arriver aux 17 millions de touristes annuels que la Thaïlande accueille régulièrement. Donc vous voyez, je crois qu'au niveau économique, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais bien sûr, comme on le disait, c'est le coût humain qui est le plus important. Merci Philippe. Et puis chaque jour ou presque, toujours en Thaïlande, apporte son histoire de miraculé. Ainsi, un bateau de pêche a sauvé des eaux cette Indonésienne de 24 ans. Elle dérivait en mer depuis 5 jours, accrochée à un tronc de palmier. Elle ne souffre que de brûlures superficielles dues au soleil et bien sûr de déshydratation. Chaque pays offre un visage très différent autour de l'océan Indien. Dans l'île de Sumatra, en Indonésie, qui était en première ligne, de nombreux territoires restent inaccessibles. L'aide n'arrive qu'au compte-gouttes. Notre équipe est l'une des rares à avoir pu gagner la ville de Meulabo. Là-bas, il n'y a aucun secouriste étranger, seulement l'armée et la Croix-Rouge indonésienne. Maryse Burgot, Guillaume Fautra, Franck Nozal. À Meulabo, l'air est devenu irrespirable. Nous pensions en arrivant qu'il serait impossible de supporter cette odeur. C'est pourtant ce que ces survivants font depuis plusieurs jours. Laver le linge, récupérer des jouets dans les décombres, tout se fait ici, à proximité des cadavres. 9 jours après la catastrophe, les corps sans vie jonchent encore les rues de Meulabo. C'est très difficile d'enlever tous ces cadavres, dit cet homme. Ils sont bloqués sous les décombres. Il faudrait que l'on soit beaucoup plus nombreux pour y arriver. Ces hommes-là sont véritablement des héros. Toute la journée, ils récupèrent le plus de corps possible. Ils sont volontaires pour la Croix-Rouge indonésienne, le seul organisme humanitaire arrivé jusqu'ici. Les habitants leur indiquent les victimes et avec une constance impressionnante, ils l'entourent d'une bâche en plastique et le transportent vers les fosses communes de la ville. Meulabo est donc aujourd'hui un immense cimetière. Les autorités locales commencent à établir des listes de disparus et s'organisent comme elles peuvent pour tenter de secourir les réfugiés sans abri. Évidemment, on a besoin de nourriture et de médicaments, mais aussi des vêtements, puisque la plupart des gens n'ont plus rien. Les autorités locales organisent aussi les distributions des quelques vivres parachutés par les hélicoptères américains. Le seul hôpital de la ville n'est pas vraiment débordé. En fait, il y a très peu de blessés, mais des milliers de morts. Ce sont ces milliers de cadavres qui sont encore partout dans les rues qui vont évidemment poser d'énormes problèmes sanitaires dans les jours qui viennent. Alors, on l'a encore entendu, l'hélicoptère est le moyen le plus adapté pour gagner la zone et l'essentiel des rotations est assuré pour l'instant par les Américains, dont un nouveau porte-avions vient d'arriver sur place. Les premiers hélicoptères français, eux, ne seront là-bas que dans une dizaine de jours, car le premier bateau n'est parti qu'aujourd'hui. Alors, pourquoi si tard? Élément de réponse avec Frédéric Crotta et Romain Clément. Le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc a appareillé ce matin de Djibouti. S'il a été choisi pour cette mission en Asie du Sud-Est, c'est parce qu'il était le plus près de la zone sinistrée.
Plus près, c'est tout de même une dizaine de jours de navigation au départ de l'Afrique. Ce navire-école emporte avec lui 6 hélicoptères, mais aussi une dizaine de médecins, un bloc opératoire, des médicaments, de l'eau, de la nourriture, du matériel lourd comme des pelleteuses. Construite dans les années 60, la Jeanne d'Arc compte 800 hommes qui viendront en aide aux sinistrés de tsunami, avec beaucoup de retard. La décision n'a pas été prise assez tôt. Ce n'est pas une question de décision. Vous savez, dans le cadre d'une catastrophe comme ça, il faut faire l'évaluation des besoins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait envoyé dès le lendemain des équipes d'évaluation, de façon à savoir exactement ce dont on avait besoin sur place. Contrairement à la France, les États-Unis, première puissance militaire, sont très présents dans cette partie du monde. Leur base de Diego Garcia joue un rôle pivot et leur permet de déployer rapidement leurs forces aéronavales. Le porte-avions Abraham Lincoln, présent au large de l'île de Sumatra depuis vendredi dernier, vient d'être rejoint par un autre groupe de navires. Au total, ce sont près de 40 hélicoptères et 13 000 hommes qui sont utilisés à des fins humanitaires. L'énorme volume d'aide venue de l'étranger qui sera embarqué dans ces hélicoptères arrive ici à l'aéroport de Banda Aceh, au nord de l'île. Et ce pont humanitaire a été interrompu presque toute la journée car un avion cargo a heurté un buffle sur la piste et cassé son train d'atterrissage. Il est resté en travers de la piste pendant une quinzaine d'heures. Ça illustre bien la précarité de cette chaîne des secours. Autre aspect du désastre en Indonésie, la question des familles. On évoquera dans un instant le problème des orphelins, mais de très nombreux parents sont aussi sans nouvelles de leurs enfants. Sur place, reportage Bertrand Coq, Yann Moine. Elle s'appelle Siti Rama, elle a 4 ans et son père la cherche depuis 9 jours. Comme lui, ils sont des quantités impossibles à chiffrer, ces parents qui s'accrochent à l'espoir de retrouver leurs enfants. Dans les camps, des listes s'affichent et des photos, comme autant de bouteilles à la mer. Moazir ne veut pas renoncer. Dans l'autre vie, il était maçon, c'est un homme courageux. Après la catastrophe, j'ai cherché à retrouver ma femme et mes enfants. Depuis, je ne bois pas, je ne mange pas, je ne fais que chercher. J'ai perdu 9 membres de ma famille. Avec son cousin, Moazir entame la tournée des camps où les rescapés ont trouvé refuge après le raz-de-marée. Personne n'a encore entrepris de recenser les disparus, d'identifier les survivants. Alors chacun mène sa propre quête. Ici, j'avais un petit espoir. Et alors rien. Jusqu'à quand voudra-t-il encore y croire? Ici, dans ce camp militaire qui accueille près de 3000 réfugiés, il y a des dizaines d'enfants, dont la plupart n'ont plus de parents. Le gouvernement indonésien croit pouvoir avancer le chiffre de 36 000 orphelins. Inouk, 12 ans, n'a plus que son petit frère. Mouklis, c'est lui qui raconte comment, accroché à un tronc de cocotier, il s'est réveillé au milieu des cadavres, parmi lesquels il a reconnu sa mère. J'ai pris son visage dans mes mains, mais elle était toute molle, et c'est comme ça que j'ai su qu'elle était morte. Mouklis et Inong se sont retrouvés le lendemain devant une mosquée. Depuis, ils ont été recueillis par une voisine, une jeune fille de 24 ans qui a perdu ses parents et ses 3 frères et sœurs. Maintenant, ces deux-là vivent avec moi, dit-elle. Des gens de Jakarta voulaient les emmener, et alors, ils n'ont pas voulu, et moi non plus. Les adoptions spontanées sont nombreuses dans les camps. Ces enfants sont la vie. Comment ceux qui ont perdu les leurs ne seraient-ils pas tentés de s'accrocher à eux pour combler les vides? Et à ce propos, à noter cette mise en garde de l'UNICEF, les orphelins commenceraient à être la cible de trafiquants d'enfants, c'est ce qu'indique le porte-parole de l'organisation. On retrouve tout de suite Bertrand Coq sur place. Oui, c'est terrible à dire, mais il semble bien que ces petits orphelins attisent déjà les convoitises. Ce sont des associations dont l'UNICEF qui donne l'alerte après avoir trouvé sur Internet des messages offrant à la vente des petits Indonésiens. Et des dizaines d'enfants auraient déjà quitté Banda Aceh sans que l'on sache ce qu'ils sont devenus. Alors le gouvernement indonésien prend suffisamment au sérieux ces rumeurs de rapt et de trafic pour avoir dépêché ici aujourd'hui son vice-ministre des Affaires sociales avec une équipe de fonctionnaires afin de procéder à un grand recensement. Mais d'ores et déjà, tout départ d'enfant qui ne serait pas accompagné de sa famille est interdit.
Autre pays touché, on en a longuement parlé hier, le Sri Lanka. Les pluies diluviennes de la mousson ont malheureusement repris. L'acheminement des secours est donc freiné. Dans la ville de Galle, à l'extrême sud du pays, 2 Français expatriés se démènent aux côtés de la population. Reportage Loïc Delamornay, Didier Dahan. Il y a besoin urgent là, de commencer à récolter aussi des choses dans les valises, les médocs et tout. Il y a des médecins autour de vous dans le projet? Quand on demande aux autorités sri-lankaises s'il y a des ONG françaises dans la province de Galle, elles répondent oui, il y en a une. En fait, cette ONG se résume à 2 personnes, Pierre Laillac et Jacques Quentin. Créateurs de festivals, ils se sont installés au Sri Lanka il y a 2 ans pour construire des écoles. Depuis la catastrophe, seuls, ils ont acheté de la nourriture, posé des pansements et distribué près de 20 000 paquets repas aux sinistrés. Mais dans ces petits ports de pêche ravagés, ils veulent dépasser l'assistanat et faire une meilleure utilisation des dons. Combien vous faut-il pour acheter un bateau et repartir en mer? Quel est le prix? Environ 3 000 €. Les 2 Français s'évertuent à orienter intelligemment les dons, mais ils se sentent bien seuls. On entend dire d'un côté, sur les grandes chaînes, etc., des milliards d'envois de choses, d'argent, de camions, de caisses. Nous ici, rien, mais absolument rien. 10 jours après la catastrophe, leur association constitue toujours l'une des seules aides étrangères dans toute cette partie du Sri Lanka. Ce soir, les premiers hélicoptères américains se sont posés dans le centre-ville de Galle. C'est la première aide extérieure d'envergure depuis le début de la catastrophe. Ces 400 premiers Marines vont s'attacher à déblayer la route vers Colombo, la capitale, pour désenclaver le sud. Enfin, dernière étape ce soir, avant d'évoquer le retour des derniers rescapés français, l'Inde, qui gère seule les conséquences du conflit et ces circonstances exceptionnelles, vous allez le voir, ne changent rien à l'organisation du pays et notamment au système des castes. Ainsi, ce sont ceux qu'on appelle les intouchables, ceux qui sont le plus bas dans l'échelle sociale, qui sont chargés de dégager et d'évacuer les corps. Reportage Martine Laroche-Joubert, Patrick Desmully. Un pèlerinage fatal. Le 26 décembre, des chrétiens venus de toute l'Inde sont en procession sur cette plage pour célébrer la nativité. La vague les a tous emportés. C'est dans la basilique de Vélangani, héritage de la colonisation, qu'ils avaient fêté Noël. Les chrétiens représentent la 3e religion du pays après l'hindouisme et l'islam. Parmi eux, de nombreux convertis, en particulier des intouchables. Ils ont voulu ainsi échapper au système des castes. Les intouchables, les voici. Situés tout en bas de l'échelle des castes hindous, ils habitent à part, ont des puits séparés et sont chargés de tâches dites impures. Depuis la catastrophe du raz-de-marée, c'est eux et eux seuls qui manipulent les cadavres. Nous sommes des Dalits, des intouchables. Nous habitons à l'écart de ce village. Nous sommes des villages alentours. C'est le chef de la police qui nous a dit de venir et de faire ce travail. Ça fait 10 jours qu'on est là. On n'arrive plus à compter les corps. On travaille sans s'arrêter. C'est difficile. Les gens de notre caste, on travaille ensemble. Il y a un groupe ici, un autre là-bas. Nous sommes les serviteurs du gouvernement. Tout le monde nous donne des ordres. Les intouchables s'occupent des crémations, une vie de misère qu'ils supportent sans se révolter. Le système est rigide, on naît et on meurt dans sa caste, mais ils croient à la réincarnation, l'espoir d'une vie meilleure. Les intouchables bénéficient maintenant de quotas pour entrer dans les administrations et même dans le gouvernement, mais dans les campagnes, leur rôle reste inchangé. En France, le retour des rescapés se poursuit. Ils sont de plus en plus rares. Quelques personnes venues de Thaïlande sont arrivées aujourd'hui à Roissy. Diego Garcia, Édouard Perrin. Arrivée attendue du vol de Kuala Lumpur. Cet homme patiente depuis 6 h du matin. Son fils était dans un bateau lorsque le séisme s'est déclenché. Il n'a pas donné de nouvelles pendant de longues heures. Vous avez vécu ça comment, cette attente? Moi, particulièrement mal. Enfin, émotion des retrouvailles, témoignage sur ce jour tragique au large de la Thaïlande. En fait, il manquait un hublot à l'avant. C'est un bateau complètement fermé. Le bateau, à un moment, s'est arrêté. Il a fait demi-tour. Et là, ça a décollé, il y a de l'eau qui est rentrée, une deuxième vague, c'était fort.
À Roissy, chaque matin, la même tension se lit sur le visage des familles venues accueillir un proche. Il suffit qu'un frère, une sœur, un père, une mère apparaissent pour que les nerfs lâchent. Cette famille s'est réfugiée dans la forêt de Koh Lanta pendant 2 jours. Il faudra oublier parce qu'on va s'en sortir bien. On est vivant. On a tout perdu, mais on va s'en sortir bien. J'avais mon neveu qui était à côté de moi, il me dit qu'a vu cette vague, on a eu la chance de la voir arriver, il me dit regarde, une vague pour faire du surf. C'était un mur qui faisait 5 mètres de haut. À proximité, ce bâtiment, c'est le pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly. Il abritera la chapelle ardente où sont attendus à partir d'après-demain les cercueils des victimes françaises du tsunami. Hier, on évoquait l'incroyable élan de solidarité. Rien ne semble l'arrêter. Depuis quelques jours, plusieurs initiatives sont venues des enfants et des adolescents. Florence Griffon avec nos bureaux de Rennes et de Nice. Ce devait être expression écrite, ce sera expression orale. Dans cette école du Doubs, le maître a dû s'adapter à la demande des élèves et réfléchir avec eux à cette question. Comment aider les enfants d'Asie du Sud-Est? C'est triste, mais aussi on peut tous aider, tous. Donc c'est le bas de partout. Certains d'entre eux ont déjà recueilli 1 400 € simplement en faisant du porte-à-porte. Si ça nous arriverait à nous, nous on aimerait bien qu'on nous aide. Alors il faut faire pareil pour tous les autres. Dans son lycée en Bretagne, Tatiana, elle aussi, a pris les choses en main. SMS avec 1 € pour la catastrophe d'Asie et 1 € que votre opérateur reversera, c'est le 80. Cet élève de première S, d'origine sri-lankaise, a pris seul l'initiative de réunir les 300 délégués de classe de son lycée pour coordonner avec eux la mobilisation. Un de leurs objectifs, participer à la reconstruction d'un établissement scolaire. Loin de l'école parce qu'il ne peut pas y aller, mais tout aussi solidaire, Guilherme. Il a 9 ans, il souffre d'une maladie génétique rare, ce qui ne l'empêche pas de mener un autre combat en faveur des victimes du tsunami. Les enfants, ils ont parlé de leur papa et leur maman. Et ils n'ont plus à manger à boire. Prochainement, Claude Barzotti, parrain de son association, chantera pour que Guilherme puisse se faire opérer en Amérique du Nord. Mais le petit garçon a décidé tout seul de reverser une partie de ses gains aux victimes de la catastrophe asiatique. Et puis une profession se sent visiblement particulièrement concernée par les conséquences de ces vagues géantes. Il s'agit des pêcheurs sensibles au malheur de leurs confrères d'Asie du Sud. 2 tonnes de matériel de pêche et d'accastillage devraient quitter Marseille demain. Ailleurs, les gens de mer ont décidé aussi de se cotiser. Laurence Decherf, Véronique Gaglione. Parce qu'ils connaissent la mer, parce qu'ils en mesurent chaque jour les dangers, les pêcheurs sont solidaires. Leurs collègues d'Asie du Sud-Est ont tout perdu, bateaux et matériel, alors un container d'équipement est déjà parti pour l'Indonésie. 2 autres tonnes de matériel arrivent demain à Marseille pour prendre la direction de la Thaïlande. Donc ça c'est des filets, des filets entremaillés. Hein. Voilà, et je pense que là-bas ils travaillent avec ça. C'est pour des petits bateaux, des petites embarcations, même s'ils n'ont pas de matériel hydraulique à bord. À la main on peut travailler avec. À 7, les pêcheurs travaillent sur une idée simple. Réserver une partie de leurs recettes, l'équivalent d'1 heure de pêche, à leurs collègues d'Asie. Chaque bateau ferait une traite d'1 heure exprès que pour eux. Ça ferait, je pense, d'aller 200 €, 300 € par bateau. Ça serait déjà pas mal. Si tous les ports feraient ça, ça serait une bonne chose. À Lorient, certains pêcheurs connaissent bien leurs homologues de Madras pour leur avoir rendu visite lors d'un forum international. Cette plage, photographiée en octobre dernier, a été dévastée. Il ne reste rien de ces jolis bateaux indiens et sri-lankais. Quand on vous dit qu'au Sri Lanka, 20 000 bateaux ont été détruits, reconstruire 20 000 bateaux, ça prendra des années. Et comment vont vivre ces gens, ceux qui ont eu la chance de survivre? Comment est-ce qu'ils vont vivre entre-temps? De petits bateaux pourraient également être acheminés en Asie du Sud-Est. La mer sera toujours leur source de revenus. Les pêcheurs de tous les ports français le savent et s'organisent pour donner un peu à ceux à qui elle a tout pris. Et alors que la générosité bat son plein, une controverse a éclaté sur la récolte de fonds précisément. L'association Médecins sans frontières indique qu'elle suspend sa collecte sur l'urgence en Asie. Elle estime avoir reçu assez d'argent compte tenu des possibilités d'intervention et évoque un souci d'honnêteté pour les donateurs. Surprise des autres associations qui, elles, s'inquiètent des besoins à plus long terme là-bas. Florence Bouquilla, Anne-Sophie Chaumier-Lecomte.
L'émotion créée par la catastrophe en Asie du Sud-Est a suscité un élan de générosité sans équivalent dans le monde entier. En 8 jours, l'organisation Médecins sans frontières a recueilli 40 millions d'euros, dont 4 millions en France. Mais depuis hier, sur son site internet, MSF appelle à ne plus lui envoyer de dons pour l'Asie. L'organisation explique avoir reçu plus de fonds que nécessaire et voudrait que ne soient pas oubliées d'autres régions sinistrées. On propose une répartition rationnelle des secours en fonction des besoins des gens, pas en fonction de la publicité, en fonction des besoins réels des gens en détresse. Il est hors de question que dans une maison comme la nôtre, on en profite pour remplir nos caisses en faisant croire aux gens qu'on va utiliser cet argent en Asie du Sud-Est alors qu'on n'en a déjà plus la capacité. Car après évaluation, MSF a décidé de concentrer son aide médicale d'urgence sur les côtes est et sud du Sri Lanka et à Banda Aceh en Indonésie. En France, on ne veut pas voir enfler la polémique, mais plusieurs organisations non gouvernementales se disent tout de même surprises par le dernier message de Médecins sans frontières. Elles craignent qu'il n'entraîne une confusion dans l'esprit des donateurs. Je pense qu'il est un peu tôt pour dire, avec la puissance qu'a Médecins sans frontières, qu'il y a assez de dons. Moi, je veux bien qu'on veuille être honnête. Je pense que l'ampleur de la catastrophe fait qu'on est très loin de disposer des moyens pour faire face à tout ce qui s'est passé. Par conséquent, les Français donnent, ils ont raison, il faut qu'ils continuent de donner. Autre organisation, Médecins du Monde, dit comprendre la position éthique d'MSF, mais rappelle que les autres ONG n'ont pas fait le plein de générosité. Et on se demande souvent comment les personnels humanitaires localisent les zones où il est le plus urgent d'intervenir. Eh bien, voici l'une des réponses apportées par la technologie moderne. Les photos satellites permettent de repérer les territoires les plus touchés et les chemins pour tenter d'y parvenir. Nicolas Châteauneuf, Florence Mavic. Ce dimanche matin, la vague géante approche de Khao Lak en Thaïlande. Quelques minutes plus tard, c'est l'apocalypse. Le phénomène est tellement violent qu'il est même visible depuis l'espace. Voici une image de Khao Lak avant et après la catastrophe. Voies de circulation coupées, terres englouties, nombre précis de maisons dévastées. Comme sur ces images du nord de Sumatra, un œil exercé peut tirer un nombre impressionnant de renseignements très utiles pour les secours sur place. Décrypter les images, c'est précisément ce que fait Richard Guillande. Depuis une semaine, ce géologue spécialisé en images spatiales fournit bénévolement des cartes aux humanitaires. Ça donne quand même une idée des villages qui sont probablement très certainement rasés, des routes inaccessibles, mais également donc aussi des villages préservés, des segments de route qui restent utilisables. Sur cette image du nord de Sumatra, par exemple, l'équipe de Richard a localisé les villages et zones côtières les plus exposés. Premiers bénéficiaires, les organisations humanitaires qui se rendent sur place. Si ici on se rend compte qu'il y avait des champs cultivés, donc on va considérer que la capacité de production agricole de la zone a été détruite et donc nous, en tant qu'ONG de relance, on va concentrer notre intervention sur cette zone-là via de la distribution de semences. Vu de l'espace, l'ampleur des dégâts est immense. Utilisées en ce moment même, ces images le seront également à long terme lorsqu'il faudra tout reconstruire. Deux informations encore avant de refermer ce chapitre, l'une sérieuse, l'autre plus légère. D'abord, sachez que les pays riches du G8 et du Club de Paris semblent disposés à alléger la dette des pays frappés par le séisme. La Grande-Bretagne vient de se prononcer en ce sens et Washington indique que le sujet devra être abordé lors du sommet organisé après-demain à Jakarta. Enfin, vous allez voir qu'une centaine de secouristes s'acharnent depuis 2 jours pour tenter de rendre à la mer 2 dauphins jetés puis pris au piège dans un lac du sud de la Thaïlande par les vagues géantes. Sophie Mézel. Il est des histoires qui permettent sans doute de faire des pauses dans l'horreur. Une centaine de secouristes, grecs et thaïlandais, ont en tout cas décidé de concentrer tous leurs efforts depuis 2 jours sur le sauvetage de 2 dauphins. Les mammifères projetés par la vague ont atterri 500 mètres plus loin, piégés en plein milieu d'un lac. Je pense que c'est très important parce que c'est une vie et on a déjà perdu tant de vies ici. Peu importe que ce soit un homme ou un animal, c'est bien de sauver des victimes du tsunami. Toute tentative de les capturer dans des filets a pour le moment été infructueuse. L'un des dauphins est sans doute déjà mort et les spécialistes estiment qu'ils ont 50% de chance de sauver le second. Une façon comme une autre d'œuvrer pour la vie, fût-ce celle d'un animal. Dernière information à ce sujet, demain, 3 minutes de silence seront observées à midi en France, comme dans la plupart des autres pays de l'Union européenne, en signe de solidarité avec les victimes. Jean-Pierre Raffarin a demandé à ses ministres de donner des instructions en ce sens aux agents des services publics.
Et voilà qui nous amène à l'autre actualité de cette journée, les vœux de Jacques Chirac à ce qu'on appelle les forces vives, c'est-à-dire patronat, syndicats, associations. Première information, le président de la République indique que la baisse de l'impôt sur le revenu, qui avait été suspendue en 2005, va reprendre en 2006. Véronique Saint-Olive. Monsieur le Président de la République. Économie, industrie, sociale, dans la droite ligne des vœux à la nation, le président de la République continue de soumettre ses idées et ses projets pour la France de demain. Ce matin, devant des grands patrons, mais aussi des chefs de PME, des syndicalistes, des représentants d'associations, le chef de l'État reprend une ancienne promesse pour soutenir la consommation, même si les modalités ne sont toujours pas précisées. Le SMIC augmentera à nouveau de plus de 5% au 1er juillet 2005. Je souhaite également que dès l'année prochaine soit reprise la baisse de l'impôt sur le revenu. Dans la même ligne, Jacques Chirac suggère que d'ici à 3 ans, les chefs d'entreprise n'aient plus à payer de charges sociales pour les salariés employés au SMIC. Quant aux 35 heures, on ne touche pas la durée légale, mais feu vert aux assouplissements annoncés par Jean-Pierre Raffarin. Le président de la République se veut aussi offensif. Il annonce la création d'une agence de l'innovation. Dotée de 2 milliards d'euros, elle accompagnera les projets des entreprises dans les secteurs d'avenir. Enfin, touche de modernité, Jacques Chirac demande une loi pour qu'on obtienne enfin l'égalité des salaires hommes-femmes dans un délai maximum de 5 ans. On va en parler dans un instant. D'abord, les réactions du MEDEF à ces annonces sur l'impôt et les charges. Ernest-Antoine Sellière salue la priorité donnée à l'économie. Pour la CGT, Bernard Thibault estime que Jacques Chirac fait l'impasse sur le dossier crucial des salaires et épargne les entreprises. Quant à François Hollande, pour le PS, il estime que le président prend le rôle d'un nouveau Premier ministre qui emballe la machine à promesses. Fin de citation. En tout cas, la conjoncture économique semble au point mort. Voici le chiffre de la croissance au 3e trimestre 2004 donné par l'INSEE aujourd'hui. 0 tout rond après des hausses de 0,6% au 1er et au 2e trimestre. Autre annonce de Jacques Chirac qui sera sans doute beaucoup commentée, et on vient de l'entendre, l'égalité homme-femme pour les salaires. Une loi sera chargée de la garantir d'ici 5 ans. À travail égal, salaire égal, c'est un vieux slogan, mais on est aujourd'hui très loin du compte. Nathalie Moisan, François Baudonnet. Je vous présente Anne Souillard, qui est notre responsable administratif, Alexandra Bonhomme, qui est notre directrice juridique, et puis Lucie Plisson, qui est notre responsable marketing opérationnel. 3 femmes à des postes clés de la hiérarchie. Dans cette PME où l'on achète et vend de l'électricité, on se vante de cultiver l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans la masse salariale, ces messieurs pèsent pourtant sans doute plus lourd puisque les 3 dirigeants fondateurs sont des hommes. Dès lors, une loi pour promouvoir l'égalité homme-femme, pourquoi pas? Je considère qu'il n'y a pas de raison que les hommes et les femmes aient des niveaux de rémunération différents et par conséquent, à condition que ce ne soit pas une contrainte supplémentaire sur le monde de l'entreprise et sur les dirigeants d'entreprise, elle peut être considérée comme positive. Ainsi, Natacha, embauchée récemment, trouve normal d'être rémunérée comme ses camarades de promotion et pas question d'être pénalisée à l'avenir, même par les maternités. Les femmes aujourd'hui ont vraiment envie de construire leur carrière et pas l'arrêter pendant 5 ans pour élever leurs enfants. Je pense que ça c'est difficile et je pense qu'on se battra pour que ça en soit autrement. Mais ce bon exemple fait encore figure d'exception. Malgré 3 lois depuis 1972, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes sont toujours de 27%. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus l'écart s'accroît, 9% chez les employés, 24% chez les cadres et encore bien davantage pour les cadres dirigeants. Car les femmes accèdent difficilement aux postes les plus élevés des entreprises. Plus on monte dans la hiérarchie des qualifications, plus on monte aussi vers les postes d'autorité, d'encadrement, plus les femmes ont du mal à faire reconnaître la valeur de leur travail. Le développement du temps partiel et les maternités expliquent aussi en partie ces écarts de salaire. Justice, l'enquête sur l'explosion de l'immeuble de Mulhouse qui avait fait 17 morts juste après Noël. C'est bien une fuite de gaz qui serait à l'origine du drame, selon le procureur, et des experts ont constaté une fente sur la canalisation principale située devant l'immeuble. La responsabilité de Gaz de France pourrait être engagée car cette canalisation se trouve sur le domaine public. Caroline Gauthier. À la place de ces gravats se dressait ici un immeuble de 4 étages. Le 26 décembre dernier, une explosion provoque l'effondrement du bâtiment. Dans les décombres, les secours retirent 17 corps. Très vite, l'hypothèse d'une fuite de gaz est privilégiée, mais il faut attendre les constatations des experts judiciaires. Leur travail a commencé ce matin et déjà une première découverte. Il a été constaté effectivement cet après-midi
une fente au niveau de la canalisation principale devant l'immeuble, qui donne une première indication sur une fuite potentielle de gaz devant cet immeuble. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait un lien entre cette fente et l'explosion à l'origine du drame. Les expertises vont se poursuivre, notamment sur les canalisations à l'intérieur de l'immeuble. La CGT de Gaz de France met quant à elle directement en cause ces canalisations extérieures, fabriquées dans un matériau que le syndicat juge trop fragile. Un mot de l'actualité à l'étranger, les attentats redoublent en Irak à moins d'un mois des élections. Une centaine de morts en 4 jours. Aujourd'hui, le gouverneur de Bagdad a été assassiné. Attentat revendiqué par le groupe du Jordanien Moussab al-Zarqawi, lié à Al-Qaïda. Un autre groupe proche d'Al-Qaïda, Ansar al-Sunna, a diffusé cette vidéo d'un kamikaze en train de préparer puis de commettre un attentat suicide à la voiture piégée qui a fait 4 morts hier à Bagdad. Vidéo diffusée sur le site internet du groupe. La Maison-Blanche a par ailleurs réaffirmé que les élections auront bien lieu à la date évoquée. Voici la vidéo de cet attentat. Hier, le ministre irakien de la Défense avait évoqué la possibilité de les reporter. Le Proche-Orient, violence dans la bande de Gaza. 7 jeunes Palestiniens sont morts aujourd'hui, tués par un char israélien. L'intervention de l'armée israélienne est destinée à limiter les tirs de roquettes palestiniens contre les colonies voisines. Mahmoud Abbas, donné favori pour la prochaine élection présidentielle dans les territoires palestiniens, a évoqué à ce sujet et pour la première fois l'ennemi sioniste, c'est son expression. Retour en France, après la télé-réalité, voici les premières publicités réalité. Les dernières campagnes anti-tabac font appel non pas à des comédiens, mais à des témoins authentiques, filmés jour après jour et qui ont arrêté ou qui tentent d'arrêter de fumer. Sophie Rodier, Jean-Jacques Le Garec. C'est mon premier jour de non-fumeuse. Le vrai test, c'est le petit déjeuner sans cigarette. Vous la connaissez peut-être déjà. Anne vient d'arrêter de fumer et elle en parle tous les jours à la télé. Jetez votre dernier paquet de cigarettes, c'est fait. Première héroïne de publicité réalité, Anne va nous faire partager au jour le jour son combat et les téléspectateurs sont priés de suivre le feuilleton. Le plus dur, ça a été après le repas. Pour la première fois, j'ai ressenti toutes les bonnes odeurs du marché. J'ai l'impression d'ouvrir vraiment une nouvelle page dans ma vie, quoi. Il y a beaucoup d'ex-fumeurs. Utiliser une vraie personne pour vendre un patch anti-tabac, voilà le concept. Chacun raconte comment il a arrêté de fumer. Vous savez que l'arrêt du tabac, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, c'est un processus. Et montrer ça dans sa réalité, ça fait écho chez les gens parce qu'ils savent que c'est exactement comme ça que ça se passe. En Angleterre, la campagne a fonctionné. Les ventes de patchs ont augmenté de 11%. Un succès qui incite d'autres annonceurs à recourir au témoignage de monsieur et madame tout le monde. Comme ce barman. C'est le héros de la nouvelle campagne du comité de lutte contre le tabac. Subir la fumée de 300 cigarettes par jour, cela donne quoi? La liberté. Avec ces témoignages, la communication anti-tabac innove. Cependant, pour être efficace, elle a encore besoin d'images chocs. 1757 à la cafétéria. Il n'y a pas la solution, c'est un ensemble de messages arrivant de façon différente, par des voies différentes, par aussi bien la télévision que les journaux, que les amis, que la radio, etc. C'est ces multiplicités de messages qui changent l'image du tabac dans notre société. Les spécialistes de la lutte anti-tabac affirment que l'argument massue reste le prix du paquet. Plus on paye, moins on fume. Autre bonne résolution peut-être avec l'arrêt de la cigarette, donner des étrennes. La tradition est plutôt bien respectée en France, mais on s'interroge toujours à qui donner et combien. Quelques explications avec David Boéry et José Boulestex. 9 ans de métier, Lourdes est gardienne dans cet immeuble du 16e arrondissement de Paris. Et comme chaque début d'année, c'est la saison des étrennes. Les gens, ils sont sympas, ils vendent toujours un petit peu. Qui peuvent. Même si des fois on attendait plus. Voilà. Les étrennes représentent pour elles l'équivalent d'un 13e mois de salaire. Dans cet immeuble, chaque locataire donne en moyenne 50 €. Oui, je pense c'est une façon de vous remercier. Parce que je crois qu'il n'y a aucune personne dans l'immeuble à qui vous ne rendiez pas service. Bah, un jour ou l'autre, on a un pépin. Chez qui va-t-on sonner? Chez la gardienne. Dans beaucoup d'immeubles, les digicodes ont remplacé les concierges, mais les étrennes restent une tradition. Pour commencer l'année en remerciant tous ceux qui rendent service, comme les pompiers ou le facteur. Les calendriers, j'en ai plus que j'en ai besoin. Effectivement, c'est surtout plus pour leur faire plaisir que l'utilité du calendrier des postes. Ils ont l'habitude d'avoir quelque chose tous les ans, ils ne comprendraient pas. Et je note même ce que je donne pour pas donner moins l'année d'après. Entre 10 et 20 €, quoi.
Que vous donnez beaucoup? Deuxième de 10% du loyer. Jusqu'à 10% de son loyer pour sa concierge et de 5 à 10 € pour un calendrier. Il n'y a aucune obligation, mais c'est ce que veut la tradition. La grande année du cinéma en France, les chiffres ont été publiés aujourd'hui. Nous n'avons jamais autant fréquenté les salles noires depuis 20 ans, 196 millions de tickets vendus. Et c'est un film français, Les Choristes, qui a attiré le plus de monde. Pascal Deschamps, Bernard Puissessou. Une année de cinéma orchestrée de main de maître. Les films ont engrangé 196 millions d'entrées. Un chiffre qui, s'il ne franchit pas encore la barre mythique des 200 millions, est le meilleur résultat depuis longtemps. Avec comme chaque année une locomotive, Les Choristes, 9 millions d'entrées. Né dans la tête d'un professeur de guitare passionné de cinéma, pour qui c'est un résultat abracadabrantesque. Au premier million, on a dit c'est Junio, il est très populaire. Au deuxième million, et les porteurs. Au deuxième million, on a dit ah non, c'est peut-être pas si simple parce qu'il y a les enfants. À mon avis, les gens aiment bien les films avec les enfants. Troisième million, on a dit ah oui, mais non, c'est la musique c'est le grand truc du film. Quatrième million, on a dit c'est Jean-Baptiste. Après, on a dit c'est la nostalgie de l'école. Donc, on a tout dit. Les Choristes s'offrent même le luxe de devancer les poids lourds américains de l'année, Shrek 2 ou encore Harry Potter 3, 7 millions d'entrées chacun. Autre motif de satisfaction, un grand nombre de films français ont attiré les spectateurs en masse, comme Un long dimanche de fiançailles, 4 400 000 entrées. Podium avec Benoît Poelvoorde, 3 600 000. Les deux frères de Jean-Jacques Hano, 3 millions 3. Les 11 commandements de Michael Youn, 3 millions tout rond. Ou encore L'inattendu mariage, 2 millions d'entrées. Tu as dit qu'on se marie? Cette année, ce qui est vraiment satisfaisant, c'est qu'il y a 8 films français qui dépassent les 2 millions d'entrées et une quinzaine, peut-être un peu davantage, on le verra en fin d'année, qui dépassent le million d'entrées. Donc une solidité du cinéma français qui est maintenant établie avec une grande variété de films. C'est très bien. Une solidité qui lui permet d'atteindre une part de marché de plus de 38%, le deuxième meilleur chiffre des 10 dernières années. Des raisons de se réjouir malgré l'inquiétude des professionnels face à la montée du piratage. Ce sera l'un des grands enjeux de 2005. Sport pour terminer avec le Dakar et la surprise de cette édition 2005. C'est un Américain, un novice, Robbie Gordon, qui affole les radars. Au programme aussi aujourd'hui la première spéciale pour les motos. Julien Beaumont, Nathalie Gallet. Pour les motos, c'est la première vraie étape en Afrique et les difficultés commencent. Gabel! Ce motard se relève, mais certains n'ont pas eu cette chance. Perte de connaissance pour cet Espagnol, heureusement de courte durée, les médecins ont quand même préféré l'évacuer. Une étape particulièrement cassante. Témoin Hiroshima Soka, l'un des favoris, son train avant a été endommagé. Le japonais ne peut plus remporter le Dakar. Autre leader en difficulté, Stéphane Peter-Hansel, crevaison à répétition et tout ça à cause d'un mauvais rhume. Ce matin, quand on a commencé à prendre des vitesses un peu élevées, je voyais que ma vue, mon regard ne suivait pas la vitesse à laquelle j'allais. Et ça m'a posé pas mal de problèmes aujourd'hui, effectivement, pour de concentration, de vision. Pour Colin McRae, aucun souci de santé. L'Écossais, ancien champion du monde des rallyes, retrouve des conditions de course qu'il affectionne. Avec des pointes à 190 km/h, il remporte la spéciale et prend la tête du classement général. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, soleil au sud, pluie et bruine au nord. 20h55, un grand film, une comédie grinçante, un air de famille, le duo Jaoui Bakri. Minuit et demi, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Renaud Muselier. On se quitte sur ces images de fond marin sur la côte ouest de la Thaïlande. De nombreux coraux ont été soufflés, dévastés par la force du raz-de-marée. Les poissons qui trouvaient refuge dans ces récifs seraient à leur tour menacés. Ce sera un autre bilan à effectuer dans quelques semaines. À demain.